On vous laisse répondre à cette question avec notre invité. Alors c'est plutôt non, non et non, hein. Là, au moins, c'est cohérent. 63 de non sur Facebook, 68 de non sur Insta et carrément 100 de non sur X. Donc nos auditeurs ne croient pas que ces frappes vont du tout, terminer la guerre plus vite. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour Lise. Géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Est-ce que vous êtes d'accord, Gérard, avec nos auditeurs ce matin? Ah bah je suis d'accord avec tous les pompiers du monde, n'est-ce pas Lise? Il est vraiment très très difficile d'essayer d'éteindre un feu quand on essaye d'en augmenter la taille. Donc je crois qu'il n'est pas possible effectivement, ni d'un point de vue technique, sécurité, ni d'un point de vue stratégie industrielle, ni d'un point de vue géostratégique pétrolière, d'envisager une telle vision. Et je ne sais pas quelle autre question très pertinente vous allez me poser, mais il pourrait être intéressant de disséquer les différentes étapes de la stratégie iranienne à cet égard. Alors justement, Gérard, cette stratégie iranienne au départ, elle consiste à ne pas frapper seulement Israël, mais à frapper beaucoup de pays du Golfe en espérant que la pression va avoir lieu sur Donald Trump et que Donald Trump dira aux Israéliens, ça suffit, arrêtez la guerre. C'est pour ça qu'on avait posé cette question du jour. Visiblement, cette stratégie aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Mais en revanche, elle orchestre une crise mondiale du pétrole et du gaz naturel peut-être encore plus forte que ce qu'avaient prévu les Américains, notamment. Exactement. Et voyez-vous, il y a deux volets, le volet militaire et le volet économie mondiale. Et si vous disséquez, si vous décryptez la stratégie iranienne en plus en détail, vous verrez qu'il y a eu un premier volet qui a consisté à frapper deux ou trois, je crois, installations, une en Irak, un champ pétrolier, une donc en Arabie Saoudite, et puis une autre dans les pays du Golfe, je crois à Dubaï. Et point. Il s'agissait à ce moment-là de créer un choc sur les marchés, sur le marché pétrolier bien sûr, et donc par vagues successives sur l'ensemble de l'activité économique mondiale, en disant, voyez-vous, voilà une forme de réponse. Et à partir du moment, deuxième volet, où il y a eu une frappe israélienne, je crois, sur une installation de production iranienne, là, effectivement, on a changé la dimension du conflit pétrolier en des frappes sur les unités de production. Et donc, les Iraniens ont répondu en frappant sur les unités de production. Donc, voyez-vous, il y a eu deux volets, mais en tout cas, le résultat, c'est pas une panique, mais une pression très très forte sur le marché pétrolier. Le baril à 110 dollars crée effectivement un choc sur les prix et sur l'approvisionnement avec Hormuz. Alors justement, ce détroit d'Ormuz, Gérard, on parle beaucoup d'une éventuelle prise de contrôle par les Américains. On parle même maintenant d'une aide internationale, alors que les Européens ne voulaient pas jusqu'ici venir aider les Américains à le débloquer. La France, l'Italie, le Royaume-Uni et même le Japon seraient prêts désormais à le faire. Est-ce que ça stopperait tous les problèmes de remettre en ordre ce détroit d'Ormuz? Alors, toutes les interventions internationales, si vous lisez avec précision à nouveau les textes, se situent après l'arrêt des combats, n'est-ce pas? Ah, donc, il ne s'agit pas de faire une intervention internationale à côté d'Israël et des États-Unis à force de nombreux bateaux militaires, unités militaires dans le détroit d'Ormuz. Il s'agit d'intervenir pour les Européens en particulier, une fois que les combats auront cessé. Donc, le contrôle d'Ormuz est vraiment un casse-tête d'un point de vue économique, on le voit, on en parle, d'un point de vue militaire aussi, parce qu'il y a une capacité des Iraniens, grâce à leur force de missiles, de drones et donc de tous les moyens qu'ils ont sur l'ensemble de la côte, de pouvoir frapper de plusieurs centaines de kilomètres en arrière vers
Hormuz. Donc il ne s'agit pas simplement de contrôler quelques dizaines de kilomètres, mais il y a des centaines de kilomètres carrés autour du détroit d'où peuvent partir drones et missiles frappant donc des navires. Alors, c'est ça la grande difficulté, et je ne sais pas du tout comment le Pentagone prévoit de résoudre cela, parce qu'il y a une surface cette fois-ci à contrôler qui est absolument importante. Alors, autre problème, évidemment, c'est le problème économique qu'on a tous les deux esquissé au début de cette discussion, hein, Gérard. On parlait carrément cette nuit, après les attaques contre l'Arabie Saoudite, d'un baril qui pourrait se retrouver à 180 dollars. Aujourd'hui, on est déjà à 112. Avant, il était à moins de 100. Donc, c'est quasiment le double du prix. Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça? Alors, la solution très court terme sur les approvisionnements, effectivement, c'est de débloquer ce qui a été décidé, les stocks stratégiques de pétrole auprès de la part de 32 pays participant à l'Agence internationale de l'énergie. Donc, il y a 8 milliards de barils de stock. Il a été décidé d'en débloquer 400 millions. Donc, voyez-vous, il y a donc à court terme une solution à l'approvisionnement. Mais ce n'est que pour quelques semaines, quelques mois, si on continue à ouvrir les vannes. Et après, on se retrouve à stock zéro, si je puis dire. Donc, il est impératif de pouvoir mettre une fin à ce conflit dans les, je dirais, 6 à 8 semaines. Au-delà, on aura vraiment de grosses difficultés économiques mondiales. Pour le moment, on va certainement escalader vers un baril à 120 dollars dans les prochains jours. Alors justement, Gérard, en dehors de ça, est-ce qu'on peut imaginer que l'Iran va continuer vers cette stratégie? Là, au départ, vous parliez de quelques frappes. Aujourd'hui, on est à 12 pays touchés, le Koweït, l'Arabie Saoudite, Oman, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, ça n'arrête pas. Et le Bahreïn réclamait justement une intervention même des Nations unies, tellement il y avait de gens qui étaient touchés par ces frappes. Est-ce que l'Iran va quand même continuer? Ah, je pense que oui, c'est leur arme, c'est la stratégie, n'est-ce pas? Ils n'ont dans le domaine intérieur, regardez la capacité de destruction qu'ils ont vis-à-vis de leur propre peuple. Donc, ils ne vont pas hésiter à poursuivre effectivement des destructions à l'extérieur. Le pouvoir iranien est dos au mur. Ils ont donc la volonté de se battre. Et troisièmement, on est dans un environnement culturel chiite du sacrifice. Donc on a un cumul de paramètres là qui est très très dangereux, et il sera très difficile de résoudre cette crise à l'extérieur. La solution, à mon humble avis, ne peut venir que de l'intérieur, et dès que les bombardements cesseront donc de la part d'Israël et des États-Unis, que le peuple iranien qui veut le changement de régime, eh bien, reprenne la rue avec une aide internationale, bien sûr. Mais c'est la solution viendra de l'intérieur, ou bien on se retrouvera à nouveau avec le régime au pouvoir. Ma dernière question, Gérard Vespierre, visiblement, c'est Moscou hein, qui gagne à tout cela, puisque ses recettes provenant des combustibles ont atteint déjà 7 milliards d'euros depuis le début de cette guerre, hein. En plus, ça a conduit les États-Unis à alléger ses sanctions contre la Russie. Donc vraiment, Vladimir Poutine se félicite de la guerre au Moyen-Orient. Ma chère Lise, si nous parlons d'économie, il faut regarder les chiffres. Et si vous regardez le cours du rouble n'a cessé de baisser depuis le début de cette guerre. On a commencé à 90 roubles pour un euro. Hier soir, nous étions à 99 roubles pour un euro. Donc le rouble a perdu 10% depuis le début de la guerre. L'indice de la bourse de Moscou a perdu plus de 5% depuis le début de la guerre. Donc, voyez-vous, il y a effectivement un sentiment, mais il y a des réalités. Alors, très difficile à interpréter. Je pense que le fait que la guerre se soit déplacée en termes de foyer géopolitique va faire maintenant au Proche et Moyen-Orient, va faire durer la guerre en Ukraine, et la situation économique intérieure russe
se dégrade à grande vitesse. D'où les arbitrages faits par les Russes eux-mêmes dans leur circuit économique. Ils prévoient des difficultés. La croissance, si on peut encore parler de croissance du produit intérieur brut du PIB russe, eh bien, sera inférieur à 1% cette année. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, pour cette analyse, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Bonne journée à vous, à très vite. Merci, Elise. Au revoir.